bienvenue à tous les trois. Je vais commencer avec vous, Françoise Janson. Vous êtes donc vice-présidente du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que vous pouvez nous décrire les inégalités qui peuvent éventuellement exister sur votre territoire? À quoi ressemble ce territoire? D'abord, je vais commencer par souhaiter la bienvenue à tout le monde au nom d'Alain Rousset dans cette magnifique région de la Nouvelle-Aquitaine. Quand même, en tant que collectivité, on est très heureux de vous recevoir. On est très heureux qu'elle attire beaucoup de colloques. Je vous rappelle, la plus grande région de France, la plus âgée aussi, une des plus dynamiques sur le plan industriel depuis quelques années et qui a des indicateurs de santé qui ne sont pas trop mauvais. Mais on va le voir avec de vraies inégalités. Puis je vous remercie d'avoir invité aussi une représentante des conseils régionaux, puisqu'on a quelques compétences qui vous concernent tous. Le fait de financer et d'organiser la formation des paramédicaux, l'aménagement du territoire, puis l'économie et l'industrie. Et puis, je finis juste ce petit mot d'introduction en disant qu'il ne faut pas oublier que les collectivités n'ont pas énormément de compétences dans la santé. Elles ne vous concernent pas toujours concrètement, mais que, en fait, toutes nos compétences, que ce soit les mairies, les départements et les régions, ont à voir avec la santé, les transports, la formation, l'éducation. Et si on veut des gens en bonne santé, ça sera quand même très important. Alors, j'ai demandé si on pouvait avoir la projection de deux petites cartes. Elles vont arriver. Voilà. Parce que la première chose dont on va parler, c'est la problématique dans notre région, comme dans beaucoup de régions, de l'accès aux soignants. Et donc, je voulais vous montrer deux cartes. Alors, voilà, la première de ces cartes, c'est celle des ALD dans la région Nouvelle-Aquitaine. Alors, vous voyez que les ALD, ils sont plutôt soit sur le littoral, ça c'est l'attractivité du métier du littoral pour beaucoup de personnes âgées, soit plutôt à l'est de la région. Et si on voit la carte de l'accessibilité localisée aux professionnels de santé, qui est une carte qui regroupe tous les indicateurs qui permettent de dire à combien de consultations on peut avoir accès et en combien de temps on peut avoir accès à une consultation. Est-ce qu'on peut avoir la carte, s'il vous plaît? Je ne sais pas si on peut avoir cette deuxième carte. Voilà. Et en bleu, c'est là où on peut accéder relativement facilement aux soins. Et en marron, c'est là où on ne peut pas. Donc, vous voyez que ces deux cartes sont l'exact opposé, ou à peu près, sauf pour le littoral. Donc, vous dire que les besoins, c'est d'avoir des professionnels de santé sur les territoires où il y a des gros besoins, et en particulier beaucoup d'ALD. C'est peut-être une évidence, mais quelquefois, ça voit mieux en le voyant. La question, c'est la question beaucoup du premier recours, mais de l'accès aux spécialistes aussi, puisqu'on sait qu'il y a des départements entiers dans lesquels, par exemple, il n'y a plus de dermatologues, entre autres, où les pédiatres, ça commence à être très compliqué. Il y a des endroits où les personnes âgées ne peuvent pas avoir de médecin traitant, où elles ne peuvent pas rentrer en EHPAD parce qu'elles ne trouvent pas de médecin traitant. Donc l'accès au nombre, la question du coup de la coordination, qui est un énorme besoin, puisque en plus dans une région comme la nôtre qui est particulièrement âgée, la question de la coordination des professionnels de santé est quelque chose de majeur. Et puis un besoin d'accès aux soins sans reste à charge. Ça c'est évident, d'autant plus que dans les territoires que je vous ai montrés, c'est pas les plus riches. J'ai déjà parlé 10 minutes. Non, il vous reste encore un peu de temps. Dites-nous déjà ce qu'on fait aujourd'hui pour remédier à ces inégalités. Alors, pour remédier à ces inégalités, sur le plan du Conseil régional, on fait beaucoup de choses et les collectivités font pas mal de choses. On accompagne depuis longtemps les maisons de santé, on accompagne les territoires de santé, on accompagne l'innovation. Ces dernières années, comme toutes les régions, on a ouvert massivement des formations d'aides-soignantes, d'infirmières, d'auxiliaires de puériculture, d'ambulanciers. On a augmenté de 25% le nombre d'infirmières formées pour ceux qui sont de la région, mais de toutes les régions en France. Je vous rassure, les premières promos vont sortir en juin. 50% d'aides-soignants en plus, quand même. On travaille aussi sur le fait que si on va avoir des professionnels de santé dans les territoires, il faut qu'ils soient formés dans les territoires. Ça se dit beaucoup, ça ne se fait pas du tout. C'est un travail de coopération, en particulier avec les universités, avec l'ARS,
comment est-ce qu'on fait pour que non seulement il y ait des internes qui aillent se former dans des maisons de santé, dans des cliniques, dans des hôpitaux en périphérie, mais je pense que si, comme il est censé y avoir une augmentation du nombre d'étudiants dans les professions médicales, s'ils ne vont pas faire une partie de leurs externats, c'est-à-dire leur stage 6 mois, 1 an, d'externat dans des CH ou dans des territoires en déprise, on n'arrivera pas à leur faire faire leur réseau professionnel dans ces territoires et à leur donner du coup envie d'aller s'y installer. Oui. Juste un petit mot quand même. Pour vous, là j'ai parlé de ce qui n'allait pas. Il y a quand même, pour un conseil régional, un autre domaine qui nous intéresse. C'est la question de l'innovation et c'est la question de la place des structures de santé dans les territoires. Alors bien sûr, vous avez un rôle de soignant, mais vous êtes aussi des entités économiques très importantes parce que vous consommez, vous embauchez, vous consommez. Et pour le conseil régional, ce qui est extrêmement important, et là où vraiment je sollicite systématiquement les directeurs, c'est acheter localement, travailler avec les artisans, avec les entreprises locales. Et je vois quelques-uns que j'ai pu solliciter l'année dernière. Quand nous, on essaye de relocaliser des fabrications de médicaments, de masques, de dispositifs médicaux dans la région de Nouvelle-Aquitaine, travaillez avec nous, faisons un effort, essayons que vous les achetiez vous aussi en Nouvelle-Aquitaine. Quelquefois, c'est plus cher, mais c'est quand même très important de consommer et d'acheter ici ce qui est fabriqué sur place et que ça n'arrive pas forcément de Chine. Et dernier sujet, je ne vous laisse pas vous poser des questions, je suis désolée. Vous êtes lancé, tout va bien. On a un vrai sujet à voir avec vous tous, mais je pense que tous vous avez commencé à y travailler. C'est la question de la transition écologique. C'est raison de plus pour acheter sur le territoire déjà. C'est une première raison. Deuxième chose, c'est une chose qu'on fait et dont vous n'êtes peut-être pas tous informés, c'est qu'on a lancé un appel à manifestation d'intérêt, une espèce d'appel à projet, mais sans date limite, pour que les structures de santé et les entreprises locales fabriquent localement, mais fabriquent surtout bio et biosourcés et que ce soit testé dans les hôpitaux. Donc on viendra soutenir financièrement les structures qui, avec des entreprises locales, testeront les produits qui seront ainsi faits de façon biosourcée. Merci. Voilà. Et dernière chose. Oui. Dernière chose quand même, pour revenir sur les professionnels de santé, on est dans une situation catastrophique, on le sait tous. Effectivement, je relisais l'édito de Larmine Garbi en me disant mais il a écrit ce que je pense, c'est-à-dire qu'il faut y aller tous ensemble. Il faut y aller tous ensemble, hôpitaux, le FHF, FEAP, FHP, les libéraux. C'est essentiel. Nous, si on peut l'appuyer avec nos petits moyens, on le fera. Il faut quand même un hôpital fort, parce qu'un hôpital public fort, c'est quand même faire des choses que d'autres ne peuvent pas faire, garder des grands-mères pendant des semaines parce qu'elles ne peuvent pas être hébergées, avoir des maternités qui coûtent, etc. Il faut un hôpital fort et il faut qu'ensemble, tous ensemble, effectivement, on devienne plus fort, qu'on soit plus efficace et qu'on soit encore plus humaniste que nous ne l'étions jusqu'à présent. Je crois que c'est les 2 grandes conditions. Je vous remercie. Merci beaucoup, François Janson. Frédéric Sginski, vous n'êtes pas médecin mais ingénieur, chef d'entreprise et député de la Gironde. Depuis le début de votre mandat, il y a 1 an, vous avez pu faire le tour des hôpitaux, des EHPAD de votre région. Vous avez donc une vision assez large de la situation. C'est quoi l'état des lieux de la santé en Gironde aujourd'hui ? Alors effectivement, moi je suis élu d'un territoire urbain, périurbain, puisque la 7e circonscription de la Gironde concerne donc la ville de Pessac, Gradignan dans la métropole et Cestas-Canéjan en dehors de la métropole. Donc bien entendu, je m'intéresse à ces sujets-là de santé de très près parce que d'abord, c'est des remontées des citoyens. Lorsque je fais des porte-à-porte, ils m'interpellent sur ce sujet-là.
Et puis en même temps, j'ai également différents établissements hospitaliers sur mon territoire, donc à commencer par l'hôpital public avec le CHU au Lévesque, mais également des cliniques mutualistes, clinique Saint-Martin, et puis bien entendu tout le réseau de médecins, infirmiers, enfin tout le tissu médical qu'on peut avoir. Ce qui est assez frappant, c'est de voir à la fois, pour quelqu'un qui vient de l'extérieur, ce très haut niveau technologique. Il y a encore eu une première mondiale à l'hôpital au Lévesque en termes de cardiologie l'année passée, et puis en même temps donc cette difficulté, mais qu'on peut retrouver aussi dans d'autres métiers. Alors peut-être pour vous rassurer, moi qui suis industriel, dans l'industrie aujourd'hui c'est aussi très compliqué de recruter, et donc voilà, il y a des notions d'attractivité, à la fois en termes de rémunération bien entendu, mais aussi en termes de cadre de travail, ne serait-ce qu'à Au-l'Évêque, vous avez des locaux qui ont été rénovés, donc le Magellan pour ceux qui connaissent, et puis le service cardiologique qui n'a pas été rénové. On voit par rapport aux fonctionnaires qui travaillent dans ces établissements-là la différence, je dirais, d'attractivité, de qualité de vie au travail qui est aussi importante. Voilà. Et après, donc, on a vu sur les cartes du conseil régional qu'effectivement ma circonscription est peut-être un peu mieux dotée, mais on commence aussi à voir, notamment sur Cestas par exemple, des médecins qui sont vraiment en toute fin de carrière, voire même déjà un peu retraités, et qui continuent à travailler parce que le remplacement n'est pas effectué. Voilà. Donc voilà un petit peu le panorama général. On peut quand même aussi dire que globalement le système fonctionne, tient, et donc ça doit être une fierté. Et je rejoins également ce qu'a dit Madame la vice-présidente, c'est-à-dire qu'on a probablement un problème d'efficacité parce que la santé en France, c'est quand même des moyens qui sont importants, qui n'ont rien à enlever. Alors, on parle souvent de l'Allemagne, mais on est sur des montants à peu près comparables. On va voter un projet de loi de financement de la sécurité sociale où il y a 700 milliards, dont 300 milliards qui sont dédiés à la santé. Donc pour amener ça au budget de l'État, c'est 450 milliards d'euros le budget de l'État. Donc on voit que c'est des montants quand même qui sont importants. Et donc il y a probablement des améliorations à faire en termes d'efficacité des soins, de répartition également des responsabilités sur le territoire, à la fois géographique et puis en compétences entre les différents métiers de la médecine. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, selon vous, ne serait-ce déjà que dans votre région, mais qu'on pourra appliquer ailleurs pour mieux collaborer ensemble et faire en sorte qu'on arrive à prendre le bon virage dans l'avenir de la santé ? Alors, notre métier en tant que député, c'est de voter des lois. Je l'ai dit à travers les budgets, les chiffres que j'ai donnés, on est sur un très gros paquebot, c'est-à-dire que les décisions qui sont prises aujourd'hui ont probablement un effet demain ou après-demain. Donc il y a des décisions qui ont déjà été prises par le président de la République, notamment en termes de numerus clausus pour la formation de médecins. Nous avons également ensuite voté des lois alors qui sont en cours, qui ne sont pas complètement adoptées encore par le Parlement, puisqu'il y a encore, il faut oublier nos collègues sénateurs, qui ne sont pas présents ce matin, mais que nous n'oublions pas, avec notamment la loi Valletoux, voilà, qui doit permettre une meilleure répartition également des rôles sur le terrain. Concrètement, moi, ce que j'observe, c'est que, alors, à la fois dans des cas personnels, pour me faire traiter également personnellement, on voit je dirais ce que je disais au début de mon intervention, au niveau des responsabilités. Par moment, donc, c'est traité au niveau des médecins qui vous renvoient vers des infirmiers ou des infirmières. Et ils ont peut-être pas tout le temps la latitude de faire des prescriptions sur, par exemple, des pansements, des soins, ou des pommades à appliquer sur des plaies bénignes. Et du coup, on est obligé de retourner chez le médecin. Enfin, il y a probablement, en termes de répartition des soins, quelque chose à améliorer pour arriver à avoir une meilleure répartition. On a également la loi RIS, donc qui a travaillé pas mal sur le statut de l'infirmière en pratique avancée, IPA, donc qui doit permettre également de faire des soins au bon niveau, avec la bonne compétence, et avoir ainsi une meilleure répartition pour ne pas avoir toujours un accès aux urgences la Fédération hospitalière privée ici prend sa part en termes d'urgence, et je les remercie, mais voilà, le public et le privé sont un peu mis sous tension sur des très hautes compétences, alors qu'on pourrait probablement traiter plus proche du terrain et avec des compétences plus adaptées les soins à faire sur le terrain. Voilà. Et comment voyez-vous le rôle de l'ARS dans tout ça ? Eh bien, écoutez, c'est un rôle de coordinateur. On a également, alors je pense qu'il faut aussi que tout le monde en responsabilité puisse balayer devant sa porte. On a, nous élus en politique également, on entend souvent quand il y a des fermetures d'établissements spécialisés, de maternité par exemple, les politiques qui montent au créneau. Bon, et l'idée de l'ARS, c'est d'avoir, j'ai bien compris ce que
mais bon, M. Elbaud présentera ça probablement mieux que moi, c'est d'avoir des centres de compétences très avancés et puis un meilleur maillage territorial pour faire le soin au bon niveau. Et donc, voilà, moi par exemple, à la clinique Saint-Martin, il y a eu la fermeture de la maternité. Bon, ça n'a pas révolutionné la problématique sur le territoire. On a pu s'adresser à d'autres établissements en centrant des compétences sur des centres hospitaliers ou des cliniques qui étaient probablement mieux adaptés que ce qui était fait à Saint-Martin à ce moment-là, quoi. Voilà, donc, et si on travaillait en collaboration, l'ARS peut être bien entendu le catalyseur de ces réflexions pour progresser dans cette meilleure répartition des soins, à la fois géographiquement et en compétences. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Michel Lozana, député du Lot-et-Garonne. Ça va marcher, ne vous inquiétez pas. Quels sont les enjeux de votre circonscription à vous en matière de santé aujourd'hui ? Alors moi, je vais parler de mon territoire, le Lot-et-Garonne. Tout à l'heure, quelqu'un me demandait « Mais Agen, c'est à combien ? 2-3 heures ?» Je leur ai dit non. C'est à 1h15 de Bordeaux. Mais c'est pour vous dire dans la tête, comme on est loin ici du girondisme, j'allais dire bordelais. Dans mon territoire, je voudrais partir un petit peu d'un diagnostic. Une clinique importante qui s'est très tôt, par exemple, investi dans la cardiologie interventionnelle. Un hôpital maintenant aussi qui a beaucoup progressé et dans lequel on trouve vraiment des compétences importantes. Nous avons une collectivité locale, l'agglomération d'Agen, qui n'a pas pour compétence, en effet, la santé, mais qui s'est chargée, justement, depuis plusieurs années, avant le Covid d'ailleurs, d'une réflexion. Et par exemple, cela aboutit par la prise en charge du centre de vaccination, qui a très bien fonctionné dans le Lot-et-Garonne, mais aussi qui veut créer de l'animation de santé, parce que pour nos territoires isolés, ça a été vu sur les cartes, c'est vraiment un enjeu majeur. Voilà, on parle de désertification médicale, mais l'attractivité du territoire passe aussi par la santé. Et nous avons donc un tissu hospitalier, clinique, qui vraiment irradie même au-delà de notre département. Donc pour nous, c'est vraiment un élément important. Et puis donc un tissu de ville où les gens se connaissent, j'allais dire, et où nous sommes proches. Et donc nous pouvons travailler aussi peut-être plus facilement en transversalité. Parce que je crois que c'est un des enjeux aussi de l'avenir de la médecine, ça sera la transversalité. J'y reviendrai peut-être un peu plus tard. Alors, un slogan, faire confiance au territoire. Voilà ce que je voulais dire. Tout d'abord, dans la formation, ça a été dit, et je rejoins beaucoup de ce qui a été dit par Madame Janson, nous pouvons former des médecins, des internes. À la clinique à Genèse, il y a, je crois, 2 internes en ophtalmologie, qui sont très contents d'ailleurs de le faire dans notre territoire. Mais je peux vous dire que pour avoir d'autres internes, c'est la croix et la bannière, et je m'adresse un peu à l'ARS, ce n'est pas possible. Il y a un hospitalocentrisme qu'on peut comprendre, il faut aussi faire tourner les services médicaux dans les grands hôpitaux. Mais voilà, je crois que nous avons maintenant des compétences qui nous permettent aussi de former les gens, d'abord les médecins, les infirmières, les paramédicaux. J'ai fait une demande et la région a assez répondu sur le nombre de places d'infirmières. On a un problème parce qu'avec Parcoursup, ce sont souvent des infirmières qui viennent ou de Toulouse ou de Bordeaux, nous sommes en plein milieu, et qui donc repartent après, et donc notre territoire en profite peu. J'ai d'ailleurs posé une question à Madame Retailleau, à la ministre là-dessus, c'est très important. Mais nous pouvons faire beaucoup mieux en termes de formation. Agen a un centre universitaire. Nous avons plusieurs universités. Vous étiez là quand nous avions aussi inauguré la première année de PACES. Mais on a un vrai tissu universitaire sur lequel on peut s'appuyer. Et puis on parle beaucoup actuellement du coût des études. Vous l'avez entendu, je crois. Le coût des études est beaucoup moindre et beaucoup plus accessible dans notre territoire qu'à Bordeaux. Voilà, soyons clairs. Donc, faisons de la formation, y compris dans les territoires qui ont des compétences. Oui. Je vais vous reprocher un petit peu, par contre, sur les ambulanciers. Je crois que les places ont été données dans un autre département, mais que le Lot-et-Garonne n'en a pas eu. Bref, nous postulons aussi pour avoir une école, par exemple, de manipulateurs radio, ce qui manque énormément. Je crois que nous sommes d'accord là-dessus. Donc, soyez vigilantes quand même sur l'équité territoriale. Nous ne sommes pas si loin que ça et nous avons des compétences. Et puis, je voulais dire stop aux freins administratifs. Nous savons aussi qu'il y a en France, depuis très longtemps, une espèce de compétition publique-privée. Ça a été dit, maintenant la santé, nous dépensons beaucoup.
Et je crois qu'il va y avoir une table ronde importante, l'avenir de la santé. Nous votons en tant que députés ce qu'on appelle le PLFSS, le projet de loi de finances de la sécurité sociale. C'est un projet financier, purement, et c'est un projet annuel qui ne nous donne pas donc une vision à long terme de ce que doit être la santé. Et ça, moi, ça me manque un peu en tant que praticien, ancien praticien. Je me suis installé en 84, presque 40 ans. Je crois que nous sommes vraiment devant un bouleversement. Le coût, des nouveautés extraordinaires, je m'occupe beaucoup de cancérologie, les prix des médicaments qui explosent. On va en parler. Et on voit bien que nous devons complètement repenser notre modèle de santé. Moi, je suis preneur d'avoir une vision à long terme de cela. Donc, arrêtons les frais administratifs. Pendant le Covid, le système hospitalier et clinique ont su se parler, travailler parfois au-dessus d'ailleurs de l'ARS, ils le savent d'ailleurs, et c'est très bien comme ça. Il fallait de la souplesse, il fallait de la réactivité. Et en France, pour faire simple, c'est toujours très compliqué. Donc essayons de trouver de la souplesse, essayons de faire confiance au territoire. Nous avons voté une loi aussi pour la différenciation, c'est-à-dire pour pouvoir expérimenter dans les territoires. Il faut que nous nous mettions absolument dans ces pas-là. Merci beaucoup, Monsieur Lozana. Lamine, je vais te laisser la parole et je vais en même temps récupérer ma tablette parce que j'ai vu qu'il y avait une question et que je l'avais oubliée. Quelques commentaires et témoignages sur les propos. Françoise, on est d'accord sur le fait qu'il faille un hôpital fort, parce qu'il forme nos médecins et c'est important. Par contre, nos aînés, on les prend aussi en charge. Et on aime bien le faire. On aime bien le faire en médecine gériatrique, en médecine spécialisée. Voilà, ce sont des thématiques qui nous plaisent. Les urgences, la réanimation. Voilà, on aimerait pouvoir en faire plus et participer à cette mission de service public. Les internes, vous l'avez très bien dit, monsieur le député, 1% des internes viennent dans le privé. 2 raisons. La première, je dirais le tropisme des doyens, des directeurs de CHU pour garder les forces vives et le devenir de la médecine. Ça, c'est clair. C'est de plus en plus avoué et je le regrette. Le second point, et c'est pour ça, Françoise, qu'il y a un partenariat à faire avec vous sur la région, c'est le financement de ces internes. Nous devons financer 50% du semestre. C'est entre 10 et 12 000 euros. Et l'interne qui vient chez nous n'est pas de la main-d'œuvre, je dirais, non pas bon marché, mais il est au service, en apprentissage, en compagnonnage d'un chirurgien, d'un anesthésiste ou d'un médecin spécialisé. Donc il apprend véritablement son métier. Il n'est pas dans les services à faire des tours et des visites. Donc il faudrait que cette prise en charge soit assurée, peut-être par vous, ce serait bien qu'on puisse avoir des partenariats. Alors, messieurs les députés, je mets à votre place, quand vous votez cet Ondam du PLFSS, en 1 heure ou 2 heures de temps, vous attribuez à la solidarité nationale, 250 milliards d'euros. 250 milliards d'euros. Il y a 5 ans, on était à 200 milliards. 50 milliards de plus et tout le monde se plaint. Donc il faudra qu'on m'explique où passe l'argent. Et vous ne le savez pas non plus, parce que vous n'avez jamais de retour sur ce qui a été fait. Vous n'avez jamais d'évaluation des mesures que vous votez et que vous prenez. Et ça, pour moi, c'est une souffrance, et je mets à votre place. Frédéric, vous avez eu des mots apaisants sur les fermetures de maternité. Pour le vivre à titre personnel, c'est pas facile. Mais quand il n'y a plus de médecins, on ne peut pas, je dirais, faire appel toujours à des remplaçants, ce qu'on appelle des mercenaires. Alors, vous votez des lois, peut-être aussi une demande, c'est qu'elles soient évaluées, qu'il y ait des décrets d'application, qu'ils soient évalués. Le nombre de décrets d'application, il y a tellement de lois qui ne prospèrent pas que ça en devient décourageant. Oui, pour une loi de programmation, qu'on puisse avoir sur 2, 3, 4 ans une visibilité. Et ma demande finale, l'Ondam que vous allez voter prochainement est annoncé à 3,2% d'augmentation. C'est même pas le coût de l'inflation. Alors commencer une année en sachant que ça ne passera pas, ça va engendrer des tensions, des frustrations et de l'énervement pour tous, public, privé confondus. Donc voilà, moi je vous demande de réévaluer cet Ondam qui soit plus que 3,2 parce que ça ne passera pas avec une inflation aujourd'hui, on peut nous dire ce qu'on veut, entre 7 et 10%. Est-ce que l'un de vous voulait réagir ou...
Merci Lamine. Merci à tous les trois. Ah, si Frédéric Guinski, allez-y. Non, juste sur l'Ondam, effectivement, d'abord, on n'a pas le chiffre précisément encore, le Parlement n'est pas saisi encore. On démarre l'étude du PLF pour l'instant. Après, les montants, vous les avez présentés vous-même, ils sont déjà massifs. Et donc, on ne peut pas non plus continuer à augmenter indéfiniment ces montants-là. Donc, il faut être aussi raisonnable. Et puis, derrière, il y a aussi le financement. Ça veut dire peut-être des cotisations, ce que moi j'appelle des cotisations, certains appellent des charges sociales qui vont augmenter. Donc, il y a des problèmes de compétitivité derrière pour notre pays. Voilà, donc, je voudrais, moi, délivrer un message de responsabilité et puis de collaboration générale entre la FHP, les élus de la nation, les élus régionaux et puis tous les intervenants du secteur de la santé. Voilà, merci. Merci beaucoup à tous les trois. Je vous laisse regagner la salle.